Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth Martin et je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager des conseils, des ressources et des pratiques exemplaires afin de propulser votre carrière et de vous orienter dans les processus liés aux demandes d'emploi et aux évaluations. Juriste de formation, j'ai quitté la France pour apprendre l'anglais à Vancouver. Cette expérience m'a permis de comprendre l'importance de la curiosité, de la persévérance, de la rigueur et de la créativité dans le développement de ma carrière. J'ai joint le gouvernement fédéral il y a 16 ans de cela, jour pour jour, comme employé contractuel bilingue dans un centre d'appel à Vancouver. Mes 5 premières années ont été incertaines, je serai honnête avec vous. Mais elles m'ont appris à être flexible, non seulement saisir, mais aussi créer des opportunités et à développer des compétences transversales. Je suis accompagnée de mes collègues aujourd'hui de la région de l'Atlantique, Lise, qui vous fera une petite démonstration, mais aussi Terry, qui répondra à vos questions, particulièrement dans la section clavardage, ainsi que de 3 collègues de la capitale nationale, Degen, qui s'occupe d'une partie de la logistique, Karine, qui animera la partie questions et réponses, et Isabelle, avec qui je co-animerai la séance d'aujourd'hui. Je vais te laisser le soin de te présenter, Isabelle. Merci beaucoup à toi, Elisabeth. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Melançon. Je travaille en ressources humaines depuis plus de 18 ans et j'ai touché plusieurs disciplines en ressources humaines, mais je suis vraiment une passionnée de dotation et de recrutement. J'ai fait surtout carrière à l'extérieur de la fonction publique, mais depuis 3 ans et demi environ, je travaille à la commission de la fonction publique où je suis maintenant chef d'équipe à la direction du recrutement national pour la région de la RCN. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui comme présentatrice. Merci Elisabeth, je te repasse la parole. Merci. Je reconnais que le territoire sur lequel je vis, travaille et joue est le territoire traditionnel non cédé des Coquitlam First Nation, Premières Nations, historiquement partagé avec d'autres Premières Nations de la région, incluant les Katsi, Musqueam, Squamish, Kwantlen, Coquihite. Les Coquitlam ont habité et protégé le bassin du lac de la rivière Coquitlam depuis des millénaires, utilisant la pêche, la chasse et des plantes médicinales pour soutenir leur communauté. Je souhaite honorer leur présence continue, leur culture et leur contribution et reconnaître l'histoire de ce territoire. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à l'endroit où vous vous situez, les peuples qui l'occupent, ainsi que leurs contributions afin d'honorer leur héritage et leur futur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner un aperçu de la séance et vous fournir quelques détails pratiques pour commencer. Pour assurer une séance fluide et interactive, nous recommandons de vous déconnecter de votre réseau privé virtuel. Nous avons désactivé le micro et la caméra en raison du nombre de participants. Tout au long de la séance, un bouton questions et réponses sera disponible en bas de votre écran pour poser vos questions. Nous le consulterons tout au long de la séance, mais nous vous encourageons, avant de poser une question, à faire défiler la liste pour voir si quelqu'un a déjà posé une question similaire. Je souhaite également ajouter que il se peut que vous posiez une question qui ne soit pas immédiatement répondue dans la section clavardage. Ce n'est pas parce que nous l'ignorons, mais c'est très probablement parce qu'au cours de notre présentation, nous avons planifié d'adresser cette question. Vous pouvez aussi voter
pour celles auxquelles vous souhaitez obtenir une réponse et nous répondrons aux questions les plus populaires à la fin de la séance afin de couvrir le plus de questions possible. Je souhaite également vous rappeler que l'événement d'aujourd'hui est axé sur la compréhension du processus d'évaluation, le perfectionnement de vos compétences et le réseautage. Nous ne répondrons pas par conséquent aux questions concernant le réaménagement des effectifs ou les révisions budgétaires, car elles ne relèvent pas du cadre de la séance d'aujourd'hui. Veuillez garder vos questions générales, car nous ne pourrons pas répondre à des questions individuelles. Enfin, après notre séance, tous les participants recevront un courriel de suivi contenant un document de ressources avec des liens utiles. Je vous encourage vivement de le lire et de l'utiliser. Nous avons prévu 2 heures pour votre séance d'information. Nous aborderons les points suivants: l'autopromotion et votre marque personnelle. Nous discuterons des moyens pratiques de faire votre promotion et d'améliorer votre image de marque personnelle, mais aussi les compétences. Le développement des compétences est un processus continu. Nous vous présenterons donc des stratégies pour améliorer votre profil, que ce soit par un apprentissage formel ou en saisissant des opportunités professionnelles. Le curriculum vitae, les informations à inclure, mais aussi postuler à des emplois dans l'emploi GC. Nous discuterons de la manière de répondre aux questions de présélection et ma collègue Lise fera une démonstration en direct pour vous d'une offre d'emploi. Enfin, les évaluations. Vous verrez ce à quoi vous pouvez vous attendre pendant la phase d'évaluation, comme comment vous y préparer et comment réussir une évaluation. Avant de commencer notre séance, nous aimerions lancer un petit sondage pour connaître votre niveau de confort avec les thèmes abordés. Vous allez maintenant voir apparaître un sondage ou poll si votre plateforme est en anglais. Prenez un moment pour choisir l'option qui correspond le mieux à votre situation. Alors, je vais juste lire. Avant cette séance, je me sens pleinement capable dans les domaines suivants: capacité à postuler à des postes, compréhension des offres d'emploi et de la terminologie, façon de se présenter efficacement et démonstration des compétences transférables dans la fonction publique fédérale. Donc, vous avez le choix entre tout à fait d'accord, en accord, neutre, en désaccord et tout à fait en désaccord. J'espère que de votre côté, vous pouvez voter. Ah, je vois les résultats. Donc, je vois que la majorité d'entre vous a répondu en accord, suivi de neutre. Eh bien, nous allons voir quels seront les résultats après la fin de notre présentation. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Êtes-vous prêt ou prête? Alors, allons-y. Pourquoi est-ce important de faire votre promotion? Postuler à des emplois ne suffit pas. Il est également important de s'assurer que vos compétences et vos réalisations sont visibles pour les personnes concernées. L'autopromotion joue ce rôle. Dans une organisation comme la fonction publique, bien faire son travail est essentiel. Mais cela ne garantit pas automatiquement une progression. Si vos contributions ne sont pas connues, vous pourrez rater certaines occasions. L'autopromotion consiste à mettre en valeur vos contributions de façon professionnelle et authentique pour que gestionnaires et collègues comprennent la valeur que vous apportez à l'organisation. Cette visibilité permet non seulement de vous faire remarquer, mais aussi d'ouvrir des portes,
nouveaux projets, missions spéciales, promotion, mobilité verticale ou latérale. Une autopromotion efficace est intentionnelle et stratégique. Elle met en valeur vos compétences, vos points forts et vos valeurs et votre valeur ajoutée. Elle contribue à établir votre crédibilité, à cultiver la confiance et à générer les opportunités d'évolution. Il s'agit moins de se mettre en valeur que de communiquer clairement sa contribution professionnelle. Dans un marché du travail compétitif, particulièrement en ce moment, se démarquer peut nécessiter de présenter son travail et son parcours. Cela peut être moins naturel pour certaines personnes, mais une communication claire et authentique aide les autres à mieux comprendre votre profil professionnel. L'autopromotion vise à soutenir votre progression professionnelle. Trouver un équilibre est essentiel. Une communication excessive peut paraître arrogante, alors qu'une communication insuffisante peut vous rendre invisible. L'autopromotion ne consiste pas à se vanter. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt d'exprimer ses forces avec assurance tout en demeurant humble et ouvert à la rétroaction. Cela permet aux autres de comprendre comment vous pouvez contribuer à un projet ou à une initiative. L'autopromotion alignée sur les valeurs publiques est perçue positivement. Elle peut être vue comme un capital de visibilité qui influence réellement la façon dont votre parcours professionnel évolue. Imaginez que la fonction publique ressemble à une immense bibliothèque. Chaque personne est un livre rempli de compétences, d'expériences et de solutions. L'autopromotion, c'est ajouter une étiquette claire sur ce livre qui permet immédiatement de vous distinguer en montrant qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter. Sans cette étiquette, même un excellent livre peut rester sur l'étagère sans être découvert. Parlons maintenant de la prochaine diapositive, les moyens pratiques de faire votre promotion. L'un des moyens les plus efficaces pour gagner en visibilité est de mettre vos talents au service des autres. Cela peut inclure partager des résumés de rapports, ressources ou analyses essentielles pour démontrer votre expertise sans avoir à performer en réunion. Ce moyen peut s'appliquer aux introvertis, nouveaux fonctionnaires ou même neurodivergents. Soutenir vos collègues grâce à vos compétences techniques, par exemple vos compétences de rédaction, Power BI, Excel, JCDoc, et j'ajouterai même l'intelligence artificielle. Et oui, vous portez volontaire pour des projets, des comités, des groupes de travail, y compris internes, des micro-missions ou tester de nouveaux processus ou applications. Une petite tâche ponctuelle vous permet d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer votre confiance étape par étape. Ces actions démontrent votre valeur tout en élargissant votre réseau professionnel. Vous liez l'utile à l'agréable. Transmettre votre expertise est également un moyen puissant de vous faire reconnaître vos compétences. Cela peut se traduire par animer un atelier ou un déjeuner et apprendre, lunch and learn comme on dit en anglais, guider un collègue, apporter une contribution structurée lors de réunions d'équipe. Ces gestes simples et pourtant illustrent votre leadership, votre collaboration et votre esprit d'initiative. Je vais vous demander de répéter après moi cette phrase, s'il vous plaît. Mon réseau est mon capital professionnel. Je répète, mon réseau est mon capital professionnel. Le réseautage dans la fonction publique peut être actif en rejoignant
des réseaux comme le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, par exemple, des communautés de pratique ou en établissant des liens avec d'autres ministères, mais aussi passif, en cultivant la collaboration et le soutien mutuel. Vos collègues deviennent alors des ambassadeurs naturels qui parlent spontanément de votre professionnalisme et de vos compétences. Ce type de réseautage peut convenir aux introvertis et également aux jeunes fonctionnaires. Plus votre réseau connaît vos forces, plus vous augmentez vos chances d'être considéré pour de nouvelles occasions. Et je parle par expérience. Maintenez vos documents professionnels à jour. Curriculum vitae, profil LinkedIn et un dossier annuel de réalisation est important. Cette documentation facilite les processus de dotation, les discussions de performance et la mise en valeur de votre progression. L'autopromotion repose sur des actions quotidiennes, offrir de l'aide, partager une ressource, contribuer à un projet ou à une discussion. Ces gestes cumulés structurent votre réputation professionnelle et reflètent vos compétences de manière authentique et cohérente avec les valeurs de la fonction publique. Je souhaiterais également parler de stratégies pour les environnements compétitifs ou à perspective limitée, car il faut également, au cours de cette présentation, être authentique avec nos propres parcours professionnels. Ces situations existent et c'est pour cette raison que je souhaite partager quelques outils. D'abord, par exemple, je suggérais de mettre en valeur vos contributions de manière structurée. Préparer des bilans clairs de vos projets. Produire des fiches synthèse pour les réunions. Assumer un rôle de coordination tel que la prise en charge de l'ordre du jour, de suivi, de notes. Une autre stratégie est de développer votre visibilité au-delà de votre équipe immédiate et de votre environnement immédiat. Par exemple, participez à des communautés de pratique interministérielles sur JC Collab, par exemple, ou rejoignez votre réseau d'employés fédéraux ou ministériels. Contribuez à des projets horizontaux, offrir un atelier ou une ressource à un réseau professionnel. Il existe beaucoup de réseaux, par exemple, tels que le réseau des ambassadeurs contre le racisme, dont je vais être honnête, j'étais l'une des anciens membres du conseil d'administration, mais également les réseaux d'emploi, d'équité et de diversité, d'inclusion. Mais rapprochez-vous également auprès de vos conseils régionaux fédéraux. Je peux vous assurer qu'ils ont énormément de comités qui ont besoin de bénévoles. Les réseaux de soutien sont également des outils extraordinaires pour faciliter votre autopromotion parce qu'ils peuvent être qualifiés d'ambassadeurs naturels. Votre visibilité ne repose pas uniquement sur la hiérarchie et j'espère que vous retiendrez ça après cette présentation. Vos pairs, collaborateurs et subalternes également jouent un rôle essentiel dans la perception de votre professionnalisme. Ces ambassadeurs que je qualifierais de naturels peuvent témoigner de la qualité de votre travail, reconnaître votre leadership, partager votre contribution dans d'autres contextes, mais aussi vous recommander spontanément pour des opportunités. Entretenir des relations professionnelles bienveillantes et collaboratives renforce durablement votre crédibilité. Je souhaite également aborder l'engagement bénévole comme levier de visibilité professionnelle. L'engagement dans les réseaux internes ou interorganisationnels permet de développer des compétences, d'élargir son réseau et de renforcer sa visibilité au sein de la fonction publique. Les comités sociaux
cherchent souvent des bénévoles qui peuvent vous aider à développer des compétences et vous faire connaître. Ce type d'activités sont accessibles aux nouveaux fonctionnaires. Un exemple institutionnel, le réseau des ambassadeurs contre le racisme, ARAN en anglais, si jamais vous êtes familier avec eux, Anti-Racism Ambassador Network. Ce réseau de fonctionnaires engagés dans la promotion de l'antiracisme, de l'équité et de l'inclusion. Le réseau a été mentionné dans un rapport annuel du, euh, du service public du bureau du conseil privé comme exemple d'initiative contribuant à l'équité, la diversité et l'inclusion, particulièrement pour avoir lancé le podcast Ideanomics, démontrant comment les initiatives bénévoles peuvent contribuer au rayonnement d'employés et de communautés de pratique. Maintenant, je souhaiterais également partager un exemple personnel. À titre personnel, mon engagement dans des réseaux tels que le Caucus des employés fédéraux noirs, FBEC en anglais, mais aussi AREN, m'a permis de développer mon leadership, de collaborer avec des collègues de divers ministères et de contribuer à des initiatives comme des ateliers, par exemple, sur la santé mentale ou des projets de sensibilisation alors que je travaillais dans des environnements qui peuvent être euh, jugés parfois limitants. Ces expériences illustrent comment un engagement bénévole aligné sur les valeurs du service public peut renforcer la visibilité professionnelle et élargir les occasions de collaboration. Maintenant, je souhaiterais passer à la diapo suivante, les bases de l'image de marque personnelle. Votre image de marque personnelle correspond à votre réputation au travail, c'est-à-dire la manière dont vos collègues et gestionnaires perçoivent vos forces et votre fiabilité, même en votre absence. Il est important que vos compétences soient reconnues au-delà de votre équipe immédiate. Faire connaître votre expertise augmente vos possibilités de collaboration et d'évolution professionnelle. La cohérence est cruciale. Un comportement professionnel constant, la qualité du travail livré et le respect de vos engagements renforcent la confiance et consolident votre image de marque. Posez-vous maintenant la question suivante. Qui connaît mes forces et que disent-ils de moi? Cette réflexion illustre votre image de marque en action et vous aide à l'orienter de manière intentionnelle. Dans la fonction publique, la marque personnelle ne vise pas à se vendre comme dans le secteur privé. Non. Il s'agit d'un outil stratégique et professionnel pour clarifier votre valeur et mieux servir l'organisation. Elle permet de démontrer professionnalisme, intégrité et engagement envers les valeurs du service public. Pour visualiser ce concept, imaginez la fonction publique, une fois de plus, comme une immense bibliothèque ou un réseau complexe. Chaque employé est un livre rempli de compétences. Votre marque personnelle, une fois de plus, agit comme une étiquette qui aide les décideurs et collègues à identifier votre expertise et votre contribution. Maintenant, je souhaiterais passer à la prochaine diapositive. Les conseils pour améliorer votre marque personnelle. Alors, voici quelques mesures pratiques que vous pouvez prendre pour créer une marque personnelle qui reflète fidèlement vos atouts et vous aide à vous démarquer dans votre carrière. Par exemple, identifiez ce qui vous rend unique, vos forces, compétences, valeurs et expériences professionnelles. Créez un message clair pour votre marque personnelle. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et pourquoi est-ce important? Ceci vous permettra de créer une biographie utile à votre présence en ligne ou votre CV. Assurez-vous que votre CV et vos profils sont cohérents avec votre message. Montrez votre expertise avec des exemples concrets. Illustrez vos compétences, projets réussis,
réalisation concrète, contribution mesurable. Développez votre visibilité. Votre curiosité peut vous aider. Participez à des réseaux internes ou externes, des communautés de pratique. Partagez vos idées. Impliquez-vous dans des projets, initiatives ou réseaux interministériels. Vous montrerez votre engagement et cela vous permettra aussi de renforcer votre image professionnelle. Sollicitez la rétroaction, comprendre comment êtes-vous perçu, vous permettre d'ajuster et de renforcer votre marque. À ce titre, je vous encourage à développer votre intelligence émotionnelle. Et je me permettrai aussi de partager un petit exemple avec vous. Quelquefois, j'utilise en fait l'intelligence artificielle Copilot pour pouvoir analyser, par exemple, mes messages. Et je demande justement à Copilot de juger en fait mon ton et si je suis claire. Et je peux vous assurer que quelquefois, Copilot m'a permis de recalibrer mon message afin d'être beaucoup plus collaborative. Donc, je partageais juste en fait ce petit exemple. Faites également évoluer votre marque. Adaptez-la au fur et à mesure de vos nouvelles compétences et expériences objectifs. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapositive. Développez vos compétences. Alors, pour planifier votre carrière, vous devez acquérir les compétences nécessaires à votre croissance et à votre mobilité dans la fonction publique. Car oui, la mobilité existe même dans les régions. Le développement des compétences ne se limite pas à suivre des cours formels. Non, même si ceux-ci sont importants. L'apprentissage formel peut inclure les programmes de l'École de la fonction publique du Canada, des cours académiques ou même des certifications. L'apprentissage sur le terrain est souvent le plus efficace, tel que par exemple la participation à des projets spéciaux ou transversaux, des rôles et missions interfonctionnelles. Ces exemples et expériences permettent de progresser rapidement et de démontrer vos compétences dans des contextes variés. Et une fois de plus, je parle par expérience. Le bénévolat est un excellent moyen de développer vos compétences, particulièrement si vous êtes en région. Diriger par exemple un comité interne ou organiser un atelier pour un réseau ministériel. Collaborer avec des collègues de différents ministères ou unités. Montrer votre engagement est gagné en visibilité auprès des gestionnaires et quelquefois de la haute direction. Apprendre sur le terrain et mettre en pratique vos compétences en leadership, gestion de projet ou communication. Et une fois de plus, si vous vous demandez par exemple où trouver ces méthodes de bénévolat, Erin, le réseau antiracisme, pareil des ambassadeurs antiracisme, par exemple, rapprochez-vous également de vos conseils régionaux fédéraux qui ont des comités qui recherchent des bénévoles, mais également au sein de vos ministères, il existe plusieurs comités tels que JCW, par exemple. L'apprentissage informel complète ce développement. Participer à des communautés de pratique, recevoir du mentorat ou guider un collègue, lecture auto-dirigée ou recherche personnelle peuvent être par exemple des exemples. La constance, le professionnalisme et un perfectionnement proactif sont essentiels pour être prêt à saisir les occasions futures et accélérer votre progression professionnelle. Alors passons à la prochaine diapo. Comment identifier vos lacunes en matière de compétences ou zone de perfectionnement, si vous préférez? Lorsque vous planifiez votre prochain mouvement de carrière, il est important de faire le point sur toutes vos compétences, celles que vous utilisez au quotidien,
celles pour, pour lesquelles vous excellez, celles développées dans des projets transversaux et même celles acquises en dehors du travail. Ne les oubliez surtout pas. Cela permet de mieux comprendre vos forces et vos lacunes. Comparez vos compétences aux exigences des postes que vous visez. Examinez les offres d'emploi et identifiez les compétences demandées que vous maîtrisez déjà et celles à développer. Utilisez LinkedIn afin d'identifier des profils que vous visez et étudier leur parcours. Vous pouvez leur demander 20 minutes de leur temps, si vous en avez le courage, afin de leur demander les compétences clés, les responsabilités, tâches quotidiennes, mais aussi leur introspection. Renseignez-vous sur l'initiative également, emmenez-moi avec vous, afin de pouvoir observer. Sollicitez des rétroactions. Demandez à vos gestionnaires, mais aussi collègues ou mentors de vous aider à identifier vos points forts ainsi que vos lacunes, y compris sur le plan de l'intelligence émotionnelle, telle que la gestion des émotions, l'écoute et la collaboration également. Prenons l'exemple d'une personne, par exemple, aspirant à un rôle de gestionnaire. Cette personne excelle dans la planification et l'organisation, mais elle n'a pas encore supervisé une équipe ni géré de conflits. Cette personne pourrait combler ses lacunes en coordonnant un projet d'équipe, par exemple, ou en encadrant un collègue, ou en participant à un comité où cette personne pourrait assumer un rôle de leadership. Une autre recommandation est d'élaborer un plan d'action concret. Définissez des objectifs clairs pour acquérir les compétences manquantes, identifiez les formations, ateliers, micro-missions ou occasions d'apprentissage pertinentes et établissez un échéancier réaliste. Impliquez vos gestionnaires ou mentors pour bénéficier de leur soutien et de leurs conseils. Utilisez les évaluations de rendement. Discutez ouvertement avec votre gestionnaire ou superviseur des compétences à renforcer et des pistes d'apprentissage à privilégier. Intégrez les recommandations dans votre plan et ajustez-le selon vos progrès pour assurer une progression continue. Valorisez vos nouvelles compétences. Une fois acquises, démontrez-les dans vos projets, présentations et interactions professionnelles pour renforcer votre visibilité. Je souhaiterais également parler des services de soutien spécialisés que la Commission de la fonction publique offre, particulièrement le service de counseling, c'est le titre, le service de counseling et d'évaluation du leadership de la CFP. Ce service est disponible à partir du niveau EX-3, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un cadre supérieur ou un exécutif. Et vous n'avez pas besoin non plus d'être un gestionnaire. Ce sont des services confidentiels pour évaluer, pour vous aider à évaluer et développer vos compétences en leadership, planifier votre carrière et vous préparer au poste de direction, incluant coaching, simulation d'entrevue et soutien sur les compétences relationnelles et de gestion de la diversité. Je ne saurais vous encourager assez à utiliser ce service, d'autant plus qu'ils ont des coachs qui appartiennent à plusieurs groupes en quête d'équité et d'inclusion. Alors, maintenant, je souhaiterais passer à la prochaine diapo. Parlons un peu du réseautage. Parlons-en plus en détail. Réseautons! Cela devrait être votre nouvelle résolution. Je vais réseauter cette année. Mettez-le dans votre évaluation, d'accord, de performance. Je dois réseauter.
Alors, le réseautage vous aide à entrer en contact avec des professionnels et ouvre des portes à de nouvelles occasions et recommandations. Et je serai honnête avec vous, j'ai indiqué à chaque membre de mon équipe que je souhaitais qu'il réseaute au moins une fois par semaine. Alors, il existe plusieurs réseautages. Il y a le réseautage interne. Connaître des personnes dans d'autres directions, ministères ou unités, peut permettre de participer à des projets transversaux. Repérer des mentors informels et des collègues influents pour élargir votre réseau. Et cela est d'autant plus important lorsque vous travaillez dans les régions. Réseautage virtuel. LinkedIn, Teams, Slack ou d'autres plateformes internes telles que GC Exchange permettent de rester visible et d'échanger des idées. Partagez vos projets ou réalisations récentes pour générer de la reconnaissance même à distance. Et la raison pour laquelle je parle de cet exemple, c'est pendant Covid, nous avons eu en dépit en fait de la situation qui pouvait être tragique, une opportunité particulièrement pour les employés régionaux de pouvoir élargir notre visibilité et de pouvoir justement engager les personnes qui, en temps commun, nous auraient jamais été accessibles. Donc, s'il vous plaît, utilisez le réseautage virtuel. Il existe également le réseautage stratégique. Ce n'est pas seulement connaître des gens, mais créer des relations mutuellement bénéfiques. Et ça est d'autant plus important pour les personnes qui sont intimidées et qui ont peur d'engager avec des gestionnaires ou même des directeurs. Parce que ce qu'il faudrait reconnaître et vous dire et garder en tête, c'est que lorsque vous êtes capable, par exemple, de mettre au service vos compétences, le rôle hiérarchique, généralement, s'efface davantage. Parce que votre interlocuteur ou votre interlocutrice peut voir la relation comme mutuellement bénéfique. Identifiez les personnes clés pour vos objectifs et réfléchissez à la valeur que vous pouvez leur apporter. Il existe également le réseautage authentique. Ne demandez pas un service dès le premier contact. Non, je vous le déconseille. Non. La confiance et la sincérité sont essentielles pour que vos contacts deviennent de véritables alliés. Mesurez votre visibilité. Posez-vous ces questions. Qui connaît mes forces? Qui peut parler de moi à un gestionnaire en mon absence? Cela permet de vérifier l'efficacité de votre réseau et de cibler les liens à développer, y compris avec vos collègues. Participation à des projets internes. S'impliquer dans des comités ou initiatives internes est un excellent moyen de réseauter tout en développant vos compétences. Je souhaiterais également parler d'actions concrètes. Restez en contact avec les personnes rencontrées lors d'événements ou projets. Préparez un discours élévateur, c'est-à-dire le discours elevator pitch, comme on dit en anglais, clair et concis pour vous présenter. Faites un suivi simple, courriel, LinkedIn, après les rencontres. Soyez attentifs aux petites occasions quotidiennes. Et je souhaiterais partager avec vous quelques exemples. Qui entre vous utilise un ascenseur pour vous rendre au travail? Est-ce que vous pouvez voter très rapidement? D'accord. Donc, plusieurs d'entre vous utilisent l'ascenseur. D'accord. Qui, parmi toutes ces personnes qui ont levé la main, qui parmi vous utilise cette opportunité pour réseauter? Combien? Ah, on voit plus autant de mains levées.
Eh ben voilà une opportunité. Utilisez l'ascenseur pour pouvoir en fait établir des petites connexions et qui pourraient vous permettre après d'aller prendre un thé ou un café, de lier un peu plus de connaissances et de vous faire connaître. Alors, une autre aussi opportunité pourrait être une réunion informelle qui peut devenir un lien utile. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est lors de formations virtuelles, j'aime bien regarder, surtout lorsqu'elles ont lieu avec MS Team, qui participe à la réunion. Et de cette façon, je peux en fait noter une ou deux personnes qui ont émis des points intéressants et leur envoyer un petit courriel en notant juste par exemple une ou deux phrases que ces personnes ont énoncées et qui ont attiré mon attention et en leur demandant si ces personnes souhaitaient en fait poursuivre la conversation lors d'un petit café virtuel de 15 minutes. Je l'ai fait avec des directeurs même généraux. Jusqu'à présent, j'ai été chanceuse. Je touche du bois. Alors, stratégie de réseautage pour les personnes neurodivergentes. Je pense que c'est un point également important. Vous pouvez réseauter efficacement en privilégiant des approches structurées et prévisibles. Préparez quelques phrases simples pour vous présenter. Privilégiez les échanges un à un plutôt que des grands groupes et utilisez largement le réseautage écrit, MS Teams, courriel, LinkedIn. Participer à des communautés de pratique ou à des projets spéciaux permet de rencontrer des collègues dans un cadre clair, sans pression sociale. Offrir son expertise ou demander à un gestionnaire d'être présenté à d'autres collègues est également un moyen naturel d'élargir son réseau. Enfin, partager des ressources, poser des questions pertinentes ou contribuer discrètement dans des espaces virtuels est aussi une façon efficace d'être visible sans s'épuiser. Alors maintenant, parlons de la prochaine diapositive, montrez votre évolution. Une fois que vous commencez à acquérir de nouvelles compétences, assurez-vous de les mettre en valeur. Conservez un document récapitulatif de vos réalisations et résultats, y compris les compétences transversales et celles acquises via les projets internes ou externes. Ainsi, vous pourrez préparer plus facilement vos évaluations de rendement et vos candidatures à des postes. Parlez de vos réussites lors de réunions d'équipe ou dans vos conversations avec votre gestionnaire ou superviseur. En vous basant sur des faits et en soulignant l'impact, ne décrivez pas seulement ce que vous avez fait, mais soulignez aussi son impact. Par exemple, au lieu de dire j'ai préparé des notes d'information, dites plutôt j'ai préparé des notes d'information qui ont aidé la direction à prendre une décision en temps opportun concernant le déploiement de système X. De cette façon, vous démontrez également votre valeur. Alors, euh, très rapidement, reliez vos réalisations aux objectifs de l'organisation pour montrer vos contributions aux priorités ministérielles et maintenez votre CV et profil LinkedIn à jour pour refléter votre évaluation. Alors, très rapidement, exploitez judicieusement les réseaux sociaux. Dans l'ère du numérique, la manière dont vous utilisez les réseaux sociaux peut influencer votre réputation professionnelle. Utilisez-le à bon escient. Partagez vos connaissances et vos idées en ligne. Et pour en savoir plus, nous partagerons ceci plus tard. Alors, j'espère que les thèmes que nous venons d'aborder vous ont inspiré et donné quelques pistes. Certains d'entre vous peut-être possiblement sont déjà dans une bonne posture concernant votre marque personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, je vous invite maintenant à écouter la prochaine partie de la séance d'aujourd'hui qui abordera la préparation du curriculum vitae. À toi, Isabelle. Bonjour, merci Elisabeth, c'est super intéressant, toutes les informations que tu nous as fournies. Alors, passons maintenant au curriculum vitae.
Alors, on vient de voir, dans le fond, c'est que les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, ça peut être un très, très bon moyen de mettre en valeur vos réalisations professionnelles et aussi de créer des liens avec d'autres personnes dans votre domaine. Par contre, il ne faut pas oublier que votre présence en ligne, c'est juste un seul élément de votre boîte à outils professionnelle. Une autre pièce qui est très essentielle, c'est le CV. Alors, tout d'abord, comme on peut voir ici sur la diapositive, ce qui est essentiel à un bon CV. Alors, important, c'est d'indiquer clairement votre nom complet et vos coordonnées. Ça peut sembler étrange ou bizarre ou évident que je vous dise ça, mais c'est arrivé à quelques reprises dans ma carrière d'avoir vu des CV où est-ce que l'information était manquante ou était très difficile à trouver. Alors, c'est bien important de l'indiquer au début de votre curriculum vitae. Ensuite, on veut voir les compétences clés, vos réalisations et surtout les résultats concrets que vous avez obtenus. C'est vraiment ça qui va aider les gestionnaires à voir votre valeur. Il faut aussi ajouter à votre CV vos formations, vos certifications et vos expériences professionnelles et on met l'accent sur ce qui est le plus pertinent et qui est relié au poste sur lequel vous avez postulé. Une autre chose aussi, c'est si vous avez fait du bénévolat, indiquez-le. Ça peut réellement jouer en votre faveur. Avec l'expérience de bénévolat, les gestionnaires peuvent trouver que vous avez les compétences pour le poste. Les petits plus aussi, c'est si vous aviez des distinctions, des bourses, votre niveau de sécurité, si vous en avez une, et aussi si vous avez vos résultats de langue seconde. Alors, dans le fond, il faut vraiment donner le plus d'informations possible pour que le gestionnaire puisse rapidement comprendre qui vous êtes et pourquoi vous seriez le bon candidat pour son poste. Ça se pourrait aussi qu'on vous demande une lettre de motivation. C'est pas toujours le cas. Certains gestionnaires peuvent s'en servir pour déterminer si vous avez les qualifications essentielles avant de faire passer les tests ou les entrevues, par exemple. Un petit conseil, on vient d'en parler tantôt avec Elisabeth, vous pourriez mettre votre profil LinkedIn sur votre CV. Ça pourrait vous aider à vous démarquer auprès des gestionnaires d'embauche et ça offre une vision un peu plus complète de votre marque professionnelle et aussi de vos réalisations. Une autre chose, c'est de bien adapter votre CV. Alors, il faut le personnaliser pour chaque candidature. Alors, mettez en avant vos compétences et vos expériences qui sont les plus pertinentes pour le poste qui est visé. Et dernièrement, gardez votre CV à jour. C'est vraiment important lorsque vous avancez dans le temps et que vous avez acquis de nouvelles expériences ou que vous avez fait d'autres types de travail, que votre CV reflète vos nouvelles compétences, vos nouvelles certifications et vos réalisations. Et aussi, c'est bon pour vous parce que vous allez toujours être prêt lorsqu'une occasion se présente. Vous allez pouvoir avoir votre CV en main et il va être prêt. Donc, à la prochaine diapositive, on va vous parler d'une autre étape très importante dans les processus, c'est les questions de présélection. Donc, pour augmenter vos chances d'être sélectionné, il faut vraiment utiliser des exemples précis et concrets de votre expérience de travail. Alors, il faut préciser quand et où l'expérience a été acquise. C'est également très important de se concentrer sur vos accomplissements et sur les résultats obtenus. Un petit conseil serait de copier les réponses et les questions dans un document personnel, comme un document Word, par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez postuler sur des processus, vous allez pouvoir reprendre vos réponses, copier-coller dans le système, parce que souvent, vous allez retrouver des questions qui reviennent d'un processus à l'autre, alors vous allez avoir déjà vos réponses toutes prêtes. Alors, c'est important aussi de dire que chaque offre est différente. Alors, c'est bien important d'aller lire la section Comment postuler. Alors, parfois, on vous demande de parler de chaque qualification et d'autres fois, on pourrait vous demander de faire un petit résumé. Et si vous ne respectez pas le format et les consignes qui vous sont demandées, ça pourrait entraîner un rejet automatiquement de votre candidature. Alors, c'est très important d'aller bien lire la section Comment postuler. D'autres conseils aussi, ça serait d'utiliser toujours le même langage que celui que vous voyez sur l'annonce. Alors, ça va vraiment aider les recruteurs de voir que vos expériences correspondent aux critères. Soyez concis et soignés et assurez-vous, s'il vous plaît, de ne pas faire de faute d'orthographe. Surtout, soyez précis et évitez des réponses qui sont trop vagues, comme par exemple, si on vous pose une question et là, vous allez répondre, je communique bien. C'est pas assez. Il faut donner vraiment plus de détails. Alors, il faut donner des exemples concrets et aussi les résultats qui ont été obtenus. Alors, les annonces sur emploi sur GC, certaines personnes ont sûrement déjà remarqué, ont changé
il n'y a pas très longtemps et c'est ce que nous allons vous présenter à la prochaine diapositive. Alors maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Liz qui va vous mettre à l'écran le portail Emploi GC et elle va vous montrer à quoi ressemble une offre d'emploi et ce à quoi vous pourriez vous attendre lorsque vous postulez à un poste au sein du gouvernement du Canada. Alors, à toi, Liz. Merci. Merci beaucoup. Donne-moi juste un moment pour partager mon écran et on va commencer la démonstration. Euh, Tout le monde peut voir mon écran. Tout est bien avant que je commence? Oui. Parfait, merci. Alors, je sais que tout le monde ici connaît bien le site web Emploi GC. Comme mentionné, plus récemment, on a fait quelques changements. Et nous voulons aussi vous donner plus de trucs et conseils afin que vous puissiez postuler en toute confiance et profiter pleinement de l'occasion de vous présenter dans votre demande d'emploi. Alors, comme vous savez bien, la majorité de nos annonces maintenant regardent comme ce que vous voyez sur l'écran. Il y a toujours les informations du poste, la date limite, etc. Je sais qu'on a touché un peu avec les questions de présélection, le CV, mais il faut vraiment faire attention à toute l'information qui est inclue dans l'annonce. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'informations génériques, le lieu, le numéro de processus de sélection, type de poste, etc. Mais j'espère que les petits trucs et astuces qu'on vous donne aujourd'hui peuvent vous aider à mieux comprendre les différentes postes parce que en étant des fonctionnaires, vous avez l'opportunité de postuler aux annonces externes et internes. Et il y a juste quelques différentes règles, différentes façons de postuler quand ça vient au poste interne quand on compare au poste externe. Alors, quelque chose qui est très important de s'en rappeler que tous les postes externes sont ouverts comme 90% du temps, sont ouverts autour du Canada. N'importe qui peut en postuler. Mais quand ça vient au poste interne, il y a presque toujours un type de restriction dans la section qui est admissible. Alors, une des premières choses que je vous suggère, c'est toujours de regarder cette section ici à la gauche qui est admissible parce que ça peut changer d'une annonce à l'autre quand on parle des opportunités internes. Comme vous pouvez voir, j'ai deux annonces ici et les sections qui est admissible sont très différentes. Alors, les gestionnaires ont l'opportunité de faire ce qu'ils veulent avec cette section. Ça peut inclure des restrictions comme le lieu, le ministère ou une division, un groupe et niveau. Alors, comme vous pouvez voir ici, pour cette première annonce, c'est juste les personnes employées dans la fonction publique fédérale qui occupent un poste au Canada. Mais des fois, c'est un peu plus raffiné. Comme celle-ci, la deuxième, c'est les personnes employées au sein de la fonction publique fédérale qui occupent un poste ou qui résident dans un rayon de 40 km, etc. Alors, comme vous pouvez voir, les deux sont des postes internes, mais ils ont vraiment une différente approche de qui est admissible. Quelque chose d'autre qui est très important aussi, c'est le type de poste. Alors, il y a différentes options. Un gestionnaire, comme vous pouvez voir, a indiqué que cette poste ici est indéterminé. Mais si on revient à l'autre annonce, il y a différentes options. Alors, ça inclut une affectation, un détachement, une opportunité déterminée, indéterminée et une mutation. J'imagine que s'il y a quelqu'un ici qui a regardé sur le site web plus récemment, il y a beaucoup d'opportunités qui sont mutations seulement. Alors, au même niveau que vous êtes en ce moment. Alors, c'est très important de regarder à ces deux sections avant de continuer pour avoir une meilleure idée de ce que les gestionnaires cherchent pour. Dans un de nos dernières sessions, quelqu'un demandait, oh, je peux pas trouver une opportunité de promotion. Il demande toujours pour quelqu'un au même niveau
Alors, c'est très important de savoir que, oh, peut-être que l'annonce cherche seulement pour les mutations, peut-être qu'il cherche seulement pour quelqu'un dans un, peut-être qu'il y a une limite de kilomètres, peut-être qu'il cherche pour quelque chose en particulier. Alors, juste faire sûr que vous cherchez ou que vous lisez tous les détails et faire sûr que vous comprenez les différentes définitions. Si vous ne le savez pas, regardez les définitions. C'est quoi une affectation, un détachement déterminé? Je sais qu'en anglais, une mutation, c'est un deployment. Puis, je pense que la majorité d'entre nous, quand on entend le mot deployment, on pense aux militaires. Puis, c'est comme, oh, quand moi, j'ai commencé au gouvernement il y a comme quelques années maintenant, j'étais comme tellement confus du mot deployment. Alors, si vous ne comprenez peut-être pas, vous pouvez toujours demander ou trouver les définitions en ligne. Mais ça, c'est comme la première étape que je vous suggère de juste faire sûr que vous comprenez ce qu'ils cherchent en tant que gestionnaire. La deuxième section qui est aussi très importante et aussi vraiment utile, c'est l'intention du processus. Alors, ça va vous donner une idée du type de position qu'il embauche, s'il crée un bassin, si c'est un inventaire, un bassin anticipatoire. Alors, ça change beaucoup comment les gestionnaires vont choisir la personne s'ils embauchent. Des fois, si c'est anticipatoire, ils n'embauchent pas maintenant. Ils pensent qu'ils vont embaucher dans les prochains mois, peut-être même dans 1 an, 18 mois, quelque chose comme ça. Et si c'est un inventaire, ils vont pas nécessairement évaluer toutes les personnes dans l'inventaire. Alors, c'est très important aussi de savoir que la différence entre ces types d'annonces parce que ça peut vous donner une bonne idée du temps que ça va prendre. Alors, si vous embauchez un inventaire, ils vont peut-être même pas vous contacter. Si vous embauchez, si vous postulez un bassin ou une annonce anticipatoire, peut-être que ça va prendre 3-5 mois avant qu'ils commencent à évaluer tout le monde. S'il y a peut-être un besoin maintenant, comme vous pouvez voir dans celui-ci, ça dit l'intention de ce processus est de pourvoir 2 postes à temps plein et de durée indéterminée à Westmount, Québec. Alors, ça vous donne une meilleure idée du temps parce que ils ont vraiment 2 postes qui ont besoin d'être remplis dans les prochains mois. Alors, ça va probablement, toutes les étapes vont probablement y arriver plus vite parce qu'il y a 2 postes qu'il faut embaucher maintenant. Les gestionnaires ont un besoin, alors ils vont probablement faire l'évaluation un peu plus vite quand on le compare à une opportunité anticipatoire. Alors, c'est très important, comme j'ai dit, de vraiment connaître la différence entre ces 3 différents types. J'entends tout le temps des personnes, ils viennent me parler, interne et externe, puis ils disent, je sais que la majorité de nos annonces, ça prend du temps, même s'il y a une opportunité ou un poste à remplir maintenant. Mais beaucoup de personnes qui me parlent, qui me demandent des questions, ils disent, oh, j'ai rien entendu, ça fait quelques mois, j'ai rien entendu, ça fait 6 mois, 7 mois, puis ils me montrent leur profil, puis l'annonce, puis je suis comme, oh, c'est un inventaire. Alors, ça fonctionne comme ça. Il faut que vous considérez le type de poste, le type d'annonce pour vous aider à comprendre mieux la façon dont les gestionnaires vont utiliser et évaluer les candidats. Quelques changements qu'on a fait récemment. Comme vous pouvez voir, l'annonce, ça semble un peu différent, mais il y a aussi beaucoup d'hyperliens maintenant. Alors, si vous cherchez pour différentes opportunités, vous voulez rapidement, vous allez à une section, peut-être que vous voulez voir les exigences linguistiques, vous pouvez utiliser ces liens pour vous amener dans une section en particulier du poste. Alors, si vous regardez pour quelque chose en particulier, comme, oh, exigences linguistiques, il y a beaucoup de différentes options. Les exigences sont variées. Alors, moi, je vais continuer avec
continuer à lire le reste de l'annonce, vous pouvez vous remonter en haut et continuer à lire les différentes sections. Comme mentionné, c'est très important de lire toute l'information. Mais des fois, on veut regarder peut-être, je veux voir les exigences opérationnelles, je veux regarder aux études essentielles avant de continuer à lire le reste de l'annonce. Alors, ce nouveau fonction est un peu plus facile à utiliser et vous pouvez juste regarder à ce qui vous intéresse en premier avant de continuer à lire le reste de l'information. Mais n'oublie pas, c'est très important de continuer à lire le reste de l'information parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes, des messages importants. Des fois, s'il y a une façon dont ils vont évaluer les candidats, ça va être inclure. Des fois, si vous chercher pour des emplois, puis comme vous pouvez voir avec celui-ci sur l'écran, il y a différents processus de sélection pour chaque région. Alors, vous voulez faire sûr que peut-être ils vont faire plusieurs différentes annonces pour des postes similaires et il faut faire sûr que vous comprenez, OK, je postule pour celui-là dans ma région. Oh, peut-être que vous avez cliqué sur celle de l'Atlantique et vous êtes aux Prairies. Peut-être que vous avez regardé puis c'était pas clair dans le titre du poste, mais c'est clair dans les informations. Alors, c'est juste très important de faire sûr que vous comprenez ce qu'ils cherchent et ce que vous avez en tant qu'exigence. Le reste, c'est pas mal le même. Alors, on a toujours les exigences opérationnelles, conditions d'emploi, ce qui est requis pour le poste. Et si vous avez jamais des questions, il y a toujours quelqu'un au fin de l'annonce pour contacter. Si vous avez des questions sur le poste, l'annonce, les mesures d'adaptation, n'importe quoi, vous pouvez toujours contacter cette personne. Si vous avez postulé puis vous n'avez rien entendu, contactez cette personne. Soyez pas peur de contacter pour une mise à jour ou n'importe quel autre type de questions que vous avez. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est quand vous cliquez sur postuler, vous confirmez que que vous leur donnez toute l'information vraie, vérifiée, etc. Et je sais que quand on voit cet écran ici, ça semble que c'est beaucoup d'informations, mais n'oubliez pas que la première fois que vous complétez votre profil, la majorité de cette information va automatiquement être inclue quand vous cliquez sur sauvegarder. Alors, les langues, sauvegarder. Études, si c'est sur votre profil, sauvegarder. Vous pouvez continuer. Classification et l'heure de travail, c'est pas mal simple. Vous cliquez les boîtes pour indiquer quelle heure de travail et quel groupe et niveau que vous voulez considérer. Votre curriculum vitae, c'est aussi pré-sauvé dans votre profil. Alors, je peux charger mon CV qui est sur mon profil. Je peux faire des changements ici. Alors, si je réalise, j'ai rien mis à jour depuis comme 5 mois, vous pouvez faire des changements. Si vous voulez préciser votre CV à chaque différent poste, vous pouvez préciser aussi. Cliquez sur sauvegarder et là, on a terminé la majorité de toutes ces sections, donc en moins de 2 minutes. La dernière chose que je voulais toucher, je sais qu'on a déjà parlé des questions de présélection, mais quelque chose qui a changé récemment, c'est votre capacité de sauvegarder dans le milieu de votre application. Alors, il y a quelques mois, il fallait compléter tout dans un go. Maintenant, vous pouvez compléter 2 ou 3 questions et sauvegarder et revenir si vous avez besoin d'aller pour une autre session. Peut-être que c'est la fin de la journée, vous allez coucher, quelque chose comme ça. C'est comme, OK, j'ai fait 5 questions, mais il me reste comme 2 ou 3. Je peux compléter les 2 premières questions et là, je peux sauvegarder et ça va me laisser sauvegarder tout ce que j'ai fait à date. Et quand je reviens aux questions de présélection, tout le travail que j'ai fait est sauvegardé là aussi. Alors, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, dans le passé, il fallait cliquer sur oui, peut-être mettre un X. Je sais que des personnes qui mettraient comme un numéro 1. Il fallait compléter toutes les questions avant de sauvegarder pour que
vous pouvez comme revenir, sauvegarder, revenir. Mais un des plus utiles mises à jour qu'on a fait avec le système, c'est que il faut seulement juste laisser veuillez préciser pour les questions où vous n'avez pas le temps de compléter. Cliquez sur sauvegarder et vous pouvez aller faire ce qu'il faut faire. Si vous avez besoin si vous préférez le faire comme une question à une fois, continuez dans quelques heures. Peut-être que vous êtes vraiment occupé. Peut-être que vous trouvez cette post et cette annonce et vous avez un temps limité. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie. Alors, c'est vraiment utile maintenant d'avoir l'opportunité de compléter une question à la fois, 2 questions à la fois et revenir si la situation, ça c'est votre situation. Quelque chose de très important à s'en rappeler, la dernière chose que je voulais toucher, c'est que vous avez toujours l'opportunité de changer votre, votre demande d'emploi avant la journée à la date limite. Mais il faut faire sûr que si vous faites des changements, que vous cliquez sur postuler encore. Alors, des fois, des personnes, ils vont faire des changements, peut-être qu'ils pensent à quelque chose de nouveau, une réponse aux questions de présélection qui est meilleure de celle qu'ils ont écrit la première fois. Il faut juste faire sûr que si vous faites des changements, n'importe quoi le changement, que vous repostulez, que vous soumettez votre demande une deuxième fois pour que ça complète le processus. Si vous êtes comme 99% compléter votre demande d'emploi, le système va automatiquement l'annuler dès que cette date limite se passe. Alors, il faut vraiment faire sûr que vous complétez et postulez avant cette date limite. Je vais maintenant redonner la parole à mes collègues et j'espère que vous pouvez voir le diapo maintenant. Je pense qu'on est bien. Parfait. Merci encore et bonne chance. Merci, Liz. Alors, nous allons poursuivre. Nous sommes à la diapositive comment se préparer aux évaluations dans le cadre d'un processus. Donc, si vous avez réussi l'étape de la présélection, c'est maintenant le temps de se préparer aux évaluations, qui est une étape très, très importante. Alors, dans cette section, je vais vous parler de la suite du processus et répondre aux questions courantes que vous pourriez vous poser, comme par exemple, ça va être quoi le format d'évaluation ou comment me préparer à l'entrevue? Est-ce que j'ai besoin de mesures d'adaptation? Comment faire? Donc, tout au long du processus, il y a différentes qualifications qui vont être évaluées. En général, les qualifications pour les expériences et l'éducation, c'est évalué à l'aide des questions de présélection, mais toutes les autres vont être évaluées par la suite. Vous allez voir les qualifications requises dans l'offre d'emploi et aussi dans l'invitation. Vous pourrez également déterminer si ces qualifications sont des atouts ou des critères essentiels pour le poste. C'est très important de garder à l'esprit que toutes les qualifications essentielles doivent être remplies pour être considérées qualifiées pour le poste. Il y a aussi les atouts qui sont des petits plus. Alors, c'est pas obligatoire pour avoir le poste ou être recruté, mais ça peut être utilisé pour gérer le volume de candidatures ou de décider si une personne est recrutée ou non. À la prochaine diapositive, on va vous parler de la terminologie, c'est-à-dire les mots que vous allez voir sur les affiches d'emploi. On en a parlé un petit peu avec Liz tantôt. Alors, la terminologie. Énoncé de critères de mérite. Alors, l'énoncé de critères de mérite, c'est vraiment les types de critères qui visent à déterminer le mérite pour les nominations qui sont effectuées en vertu de la loi sur l'emploi dans la fonction publique. Les qualifications essentielles, alors c'est les compétences, les études ou les expériences qui sont indispensables pour être pris en considération. Les atouts, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est optionnel, mais ça peut être toujours utile. Ça peut augmenter vos chances d'être jumelé à plus d'opportunités ou si vous avez postulé sur des rôles un peu plus spécialisés. Il y a les exigences opérationnelles. Alors ça va dépendre des postes et ça peut aussi varier. Mais comme par exemple, on pourrait vous demander vos disponibilités pour voyager ou de travailler sur des corps.
Finalement, les conditions d'emploi. Les conditions d'emploi peuvent aussi varier d'un poste à l'autre. Et ça pourrait être, par exemple, comme avoir une cote de sécurité au niveau secret. Maintenant, parlons des évaluations. Alors, une fois que vous avez réussi l'étape de présélection, vous allez être invité à participer à une évaluation. L'évaluation, c'est très important et vous allez recevoir une invitation. Elle vous permet de confirmer votre intérêt et de savoir comment l'évaluation va se dérouler. Alors, vous allez aussi recevoir des informations sur les qualifications qui seront évaluées. Alors, assurez-vous de bien lire attentivement tout le courriel pour bien suivre les étapes et comprendre ce qu'on attend de vous. Alors, on pourrait vous demander, par exemple, une preuve d'études ou si vous avez un permis de conduire. Est-ce que vous avez du temps pour vous préparer le jour de l'évaluation? Est-ce qu'il y a une date limite pour confirmer votre participation ou si vous devez fournir des références? On pourrait aussi vous demander si vous avez besoin de mesures d'adaptation. Alors, tous les détails sont normalement dans l'invitation. Alors, c'est important de ne pas trop lire vite et de prendre attention à chaque information qui est indiquée. Alors, si on parle un peu plus des évaluations, normalement, les types courants. Alors, on a les examens écrits. Alors, les examens écrits, ça peut être fait sous forme différente. Alors, ça pourrait être à la maison ou dans une salle, sur papier ou sur un ordinateur. Il y a aussi le format qui peut varier. Ça pourrait être des choix multiples, des questions ouvertes ou des questions à développement. Il y a le temps aussi. Alors, parfois, ça pourrait être de répondre dans les 60 prochaines minutes, par exemple. Ou être plus flexible, on vous demanderait de renvoyer les réponses à vos questions dans les 5 prochains jours, par exemple. Aussi, les examens écrits peuvent être surveillés ou non surveillés. Par rapport aux entrevues, c'est souvent structuré et c'est les mêmes questions pour tous les candidats et ils sont liés aux qualifications. Il y a des entrevues aussi qu'on peut en voir qui sont informelles. Et c'est plus court et normalement, le gestionnaire va vous demander une entrevue informelle pour faire votre connaissance et en apprendre plus sur vous. Il y a le mode, pour la façon qu'on va faire l'entrevue. Ça pourrait être en personne, téléconférence ou en vidéoconférence, comme par exemple les entrevues préenregistrées VidCruiter. Mais de toute façon, en ce qui a trait des entrevues, on va avoir une section pour vous en parler un peu plus tard. On a également les vérifications des références. Alors ça va être des questions précises sur votre comportement ou des qualifications passées, que ce soit dans un cadre de travail ou à l'école. Ils peuvent évaluer les compétences qui sont déjà évaluées par un autre outil. Comme par exemple, si vous avez fait une entrevue, il se peut qu'on ait évalué une compétence en particulier et qu'on vous redemande des références pour cette compétence. Alors aussi, c'est important de prévenir les gens que vous allez mettre comme référence. Choisissez quelqu'un qui vous connaît très bien et qui peut vraiment témoigner en détail. Et c'est important aussi de donner les coordonnées exactes. Il y a des évaluations qui pourraient être faites aussi sous d'autres types, alors comme une simulation ou des jeux. Alors, ça se pourrait être des situations fictives, réalistes pour observer vos réactions ou au défi du poste, mais c'est plus rare, mais c'est possible. Alors, il y aurait des exercices possibles comme un résumé écrit, une présentation ou même un jeu de rôle. Il y aurait aussi les tests de connaissances. Alors, c'est pour des postes habituellement un peu plus techniques. Alors, on évalue les connaissances de base nécessaires qui sont requises pour le premier jour dans le poste. On pourrait vous demander également un échantillon de travail. Alors, ça pourrait être des travaux qui sont passés ou simulés pour démontrer vos performances par rapport aux tâches du poste. Par exemple, ça pourrait être un courriel que vous avez déjà envoyé à des gestionnaires pour donner des conseils ou des recommandations. On pourrait vous demander également un dossier de réalisation. Alors, un dossier de réalisation, ça serait un rapport avec des exemples concrets qui illustrent plusieurs qualifications. Et souvent, c'est accompagné d'une coordonnée d'une personne qui peut confirmer ces exemples. Et finalement, il y a les évaluations de la langue seconde. Alors, la compréhension et l'expression écrite, c'est en ligne. Et l'expression orale est évaluée séparément. Mais par contre, si vous voulez en avoir un peu plus d'informations par rapport aux évaluations, les tests pratiques et aussi sur la langue seconde, nous vous invitons à aller voir le site de la Commission de la fonction publique. Il y a plein d'informations pour vous. En ce qui concerne le type de questions, afin de vous préparer, c'est très important de bien comprendre les types de questions qui pourraient vous être posées pendant les évaluations. Alors que ce soit pour un test écrit, une entrevue, une simulation,
Les gestionnaires d'embauche utilisent plusieurs formats de questions pour évaluer les connaissances, les compétences et votre aptitude pour le poste. Dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter les 3 types de questions les plus courants. Alors, les questions sur les connaissances, comportement et situation. On va vous expliquer brièvement comment chacune d'entre elles est utilisée pour évaluer différents aspects de vos qualifications. Alors, si vous reconnaissez les formats de questions, ça va être vraiment plus facile pour vous et vous allez être vraiment mieux équipé pour structurer vos réponses et démontrer vos points forts avec beaucoup de confiance. Donc, la première, question de connaissance. C'est parfois utilisé pour des postes plus techniques et il y a plusieurs façons de démontrer les connaissances spécifiques, comme par exemple, quel est le mandat du ministère? Il y a d'autres exemples de questions portant sur les connaissances, comme donner les conseils basés sur une politique spécifique, connaissance des politiques, des lois ou des autres réglementations. Ça pourrait être de trouver des erreurs dans le codage ou dans d'une simulation à l'aide d'un logiciel spécifique pour un projet. Et ça pourrait aussi être présenter des résultats d'une étude sur les tendances d'un secteur. Alors, passons maintenant aux questions comportementales. Alors, même si ces questions font référence à des expériences qui sont passées, les évaluateurs vont chercher à connaître les mesures et les comportements que vous avez adoptés ou non pour gérer une ou plusieurs situations particulières. Alors, la clé pour répondre à ce type de questions est de souligner les mesures que vous avez prises pour faire face à la situation. C'est des questions qui demandent de fournir des exemples concrets de la manière dont vous avez géré la situation. Donc, dans le fond, là, les évaluateurs ont besoin de comprendre ce que vous avez fait, les mesures que vous avez prises et la façon dont vous avez agi dans une situation. C'est pas seulement ce qui s'est passé et le résultat. Finalement, parlons maintenant des questions situationnelles. Alors, les questions situationnelles, c'est ce qui demande à savoir quelle serait votre façon de gérer une situation. Même si vous n'avez pas toujours des exemples pour appuyer sur votre expérience passée pour répondre aux questions, vous devez connaître la différence entre les questions comportementales et les questions situationnelles. Alors, c'est des types de questions qui sont purement hypothétiques et ça permet au candidat de démontrer son processus de réflexion, ses idées sur une situation qu'il n'a peut-être même pas encore vécue. Parce que, par exemple, c'est pas tout le monde qui a déjà supervisé des employés, géré des clients exigeants, fait des présentations à la haute direction ou même travaillé avec des employés difficiles. Alors, les questions situationnelles vous donnent l'occasion de parler de ce que vous feriez si vous étiez confronté à un problème ou à une situation que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. Ça va vous permettre de vous démontrer que vous rencontrez toutes les qualifications. À la prochaine diapo, on va passer à la section super importante. Je pense que tout le monde l'attend. Comment se préparer aux entrevues? Alors, dans les prochaines diapos, on va aborder à quoi s'attendre lors d'une entrevue, que faire avant l'entrevue, comment gérer le stress qui est lié à l'entrevue et que faire après l'entrevue. Alors, même si c'est pas obligatoire, les entrevues, c'est quelque chose de très courant dans les processus au gouvernement d'embauche, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Alors, lors d'une entrevue structurée, les candidats reçoivent parfois les questions à l'avance et c'est généralement permis de prendre des notes. Alors, les entrevues, c'est vraiment conçu pour être équitable. Tout le monde reçoit les mêmes questions. Si vous recevez des questions à l'avance, préparez des exemples qui démontrent vos compétences. Et n'hésitez pas à prendre des notes aussi pendant l'entrevue, c'est tout à fait acceptable. Puis, ne pas vous inquiéter, les membres du comité pendant l'entrevue vont généralement prendre également des notes. Alors, ça se peut qu'ils ne vous regardent pas toujours ou qu'ils ne soient pas toujours en train de regarder dans votre direction. Inquiétez-vous pas, c'est seulement parce qu'ils prennent des notes pour se rappeler de vos réponses. Il pourrait y avoir aussi des questions complémentaires comme « Dites-moi en plus sur ABC », par exemple. C'est vraiment votre occasion à vous d'approfondir vos réponses. C'est pas un signe que vous avez oublié quelque chose. Vous pouvez aussi les utiliser pour ajouter un peu plus de contexte, puis mettre en avant vos résultats. Puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un petit éclaircissement, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez tout à fait demander « Est-ce que c'est possible de répéter, s'il vous plaît? » Ça demande seulement que vous êtes réfléchi et attentif. Maintenant, à la prochaine diapo, on va voir ce qu'on fait avant l'entrevue. Alors, pour bien vous préparer une entrevue, vous devez faire beaucoup plus que simplement faire une revue de votre CV. Vous devez comprendre les qualifications qui sont évaluées et présenter votre expérience d'une manière qui répond aux exigences du poste. Très important de bien lire l'invitation, comme on en a parlé plus tôt.
Alors, ils vont contenir, dans l'invitation, ça contient les renseignements utiles sur les qualifications qui vont être évaluées, comme les définitions et les indicateurs comportementaux. Alors, prenez note de toutes les instructions, des documents requis ou des conseils de préparation qui sont fournis dans l'invitation. Vous allez pouvoir également consulter des exemples de définitions et d'indicateurs comportementaux comme ceux qui figurent dans les compétences clés en leadership pour la fonction publique. Alors, c'est important de vous familiariser avec les compétences et réfléchir à la façon que votre expérience y répond. L'autre chose, ça serait de préparer des exemples pertinents. Alors, pour chaque qualification qui est énumérée, identifiez au moins un exemple pertinent tiré de vos expériences passées. Ça peut être dans votre travail, dans vos études ou même dans votre engagement communautaire. Et un conseil, c'est d'utiliser la méthode STAR, S-T-A-R. Nous allons en parler plus en détail tantôt. Un autre conseil, c'est de vous entraîner. Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Alors, vous ne pouvez jamais trop vous pratiquer. C'est important de vous faire mettre en situation avant l'entrevue pour que vos réponses puissent être le plus que vos réponses correspondent le plus possible aux questions. Et même, un autre conseil, c'est de vous enregistrer. Alors, vous pourriez vous enregistrer, vous filmer et ensuite regarder ce que vous avez fait pour améliorer vos pratiques. Alors, plus vous allez pratiquer, plus vous allez être confiant et naturel pendant l'entrevue. Une autre chose, c'est que vous pouvez préparer des questions pour le comité d'entrevue. Alors, à la toute fin de l'entrevue, vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Vous pourriez en préparer une ou deux à l'avance. Ça va démontrer votre intérêt pour le poste ou l'organisation. Et comme si je vous donne un exemple, ça pourrait être comment décrire vos responsabilités, quelles sont les responsabilités quotidiennes du poste, ou bien qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre travail à ce ministère. Alors, je le répète encore, c'est important la préparation. Si vous êtes bien préparé, vous allez être bien placé pour démontrer vos qualifications et faire une bonne impression. Alors maintenant, parlons de la méthode STAR, S-T-A-R. Avec un pouce, les gens qui ont déjà entendu parler de la méthode STAR. Là, on voit quand même qu'il y a plusieurs personnes. Super. Alors, pour certains, ce sera un rappel et pour d'autres, des trucs pour les prochaines évaluations que vous allez avoir. Alors, une des meilleures façons de donner une réponse convaincante lors d'une entrevue, c'est comme de raconter une histoire dans la façon structurée. Alors, la méthode STAR va vraiment vous aider à donner une réponse claire, précise et facile à comprendre pour le comité. Alors, S, c'est situation. Alors, commencez par la situation. Donnez le contexte afin que le comité comprenne ce qui s'est passé. T, c'est tâche. Alors, décrivez ensuite la tâche, ce qui devait être fait ou quelle était votre responsabilité. A, pour action, c'est les mesures que vous avez prises personnellement, les décisions que vous avez prises et la manière dont vous avez abordé le défi. R, résultat. Terminez enfin par le résultat, ce qui s'est passé grâce à vos actions et idéalement ce que vous en avez appris. Maintenant, on va faire une petite pratique. Alors, pour ceux qui ont envoyé le pouce, c'est le temps de vous mettre en pratique. Alors, dans les prochaines diapositives, nous allons lire des extraits d'une réponse potentielle à la question que vous voyez. Décrivez une situation où vous avez pris l'initiative de résoudre un problème au travail. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître et on va vous demander de répondre à la question qui est écrite dans chaque partie en prenant en compte la méthode STAR. On va vous donner quelques secondes pour répondre. Donc, la question 1. Décrivez une situation où vous avez pris l'initiative de résoudre un problème au travail. La réponse serait en conséquence. Le problème a été entièrement résolu grâce à l'intervention de l'équipe informatique et nous avons pu poursuivre nos opérations sans interruption en envoyant manuellement les demandes signées jusqu'à rétablissement complet du système. Alors, l'énoncé que vous voyez, est-ce que ça représente quelle composante de la méthode STAR? Est-ce que c'est S, T, A ou R? Super. Alors, 92% des gens ont répondu résultat et c'est la bonne réponse. Bravo. Alors, pourquoi ça correspond à un résultat? C'est parce qu'on décrit vraiment ce qui est arrivé à cause de vos actions, le dénouement concret qui est mesurable de la situation. Alors, dans cette phrase, on voit aussi deux éléments clés pour un bon résultat. On dit le problème a été entièrement résolu grâce à l'intervention de l'équipe informatique. Ça montre vraiment l'issue positive et le fait que les démarches ont mené à une solution durable.
Il y a aussi l'impact immédiat sur le travail de l'équipe. Alors, nous avons pu poursuivre nos opérations sans interruption en envoyant manuellement les demandes signées. Alors, ça démontre vraiment que vos actions ont permis de maintenir la continuité des opérations malgré le problème. Alors, maintenant que vous êtes si bon, on va passer à la question numéro 2. Alors, la même question, décrivez une situation où vous avez pris l'initiative de résoudre un problème au travail. La réponse serait l'année dernière, alors que je travaillais comme adjointe administrative au sein de la division financière de la Défense nationale, nous avons souvent été confrontés à des retards dans le traitement des demandes de remboursement de frais de déplacement. Alors ici, quelle est la composante de la méthode STAR? S, T, A ou R? Super. Alors, 99% des gens ont réussi. Vous êtes vraiment des pros. Alors, pourquoi? Là, c'est la situation, la bonne réponse. Alors, on parle de l'année dernière, le milieu de travail, l'adjoint administratif dans les divisions financières de la Défense nationale. On définit le problème. Alors, c'est vraiment une situation. Merci à tous pour votre participation. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi bons. Alors, je vous donne maintenant quelques conseils pour formuler des réponses. Donc, pour bien répondre pendant les évaluations, il faut se rappeler que de toutes les qualifications qui vont être évaluées et les définitions qui sont fournies. Alors, prenez le temps de les revoir avant. Encore une fois, soyez précis. Répondez à toutes les parties de la question en donnant le plus de détails possible, concrets, toujours en lien avec les qualifications. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile d'utiliser des phrases qui commencent par je. Alors, encore une fois, je vous dirais, pratiquez-vous. Vous pouvez filmer, vous enregistrer, le pratiquer avec un ami. Alors, répondez à la première personne. Commencez vos phrases par je et non nous. Alors, ça va démontrer vos compétences à vous et non celles de vos collègues. Passons maintenant à un autre aspect très important des entrevues, qui est la gestion du stress. Donc, c'est un peu inévitable. Je pense que la majorité des gens, lors d'une entrevue ou avant l'entrevue, on est stressé. Alors, quelques conseils pour vous. Alors, c'est important avant tout de différencier le stress qui est lié à une menace et le stress qui est lié à un défi. Alors, il y a des études qui montrent que le fait de voir une situation stressante comme un défi peut vraiment améliorer vos performances. Alors, encore une fois, je vous conseille de pratiquer avec un ami de confiance qui pourrait vous donner des commentaires constructifs. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir ajuster selon ses observations. Alors, aussi, une autre fois, enregistrez-vous audio, vidéo. Des fois, le stress vient que vous êtes stressé de voir comment vous allez paraître. Alors, en vous filmant, par exemple, vous allez avoir un peu moins de stress une fois que vous avez regardé de quoi vous avez l'air. C'est aussi très important de préparer votre environnement. Alors, pour réduire le plus possible des distractions autour de vous. Alors, pour les bruits, s'il y a des enfants, les animaux, etc. Alors, c'est important de vous mettre dans un endroit qui est calme. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de votre approche, préparez-vous plutôt que de l'éviter. Alors, dire, oh non, je suis pas capable, je le ferai pas, ce n'est pas la bonne chose à faire, ça fait que augmenter l'anxiété. Alors, la préparation est importante avant d'arriver sur le fait. Alors, si une fois que vous avez fait l'entrevue, on fait quoi? Que faire après l'entrevue? Alors, chaque entrevue, chaque évaluation, c'est vraiment une occasion pour vous d'apprendre. Alors, s'il y a une réponse, si vous avez obtenu une réponse et que on vous dit que vous n'avez pas nécessairement répondu aux critères, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifié. C'est juste peut-être parce que vous n'avez pas assez démontré. Alors, vous pouvez toujours demander une rétroaction pour identifier vos forces et ce que vous pouvez améliorer pour la prochaine fois. Alors, à l'interne de la fonction publique, vous pouvez demander une rétroaction informelle sur vos résultats. Alors, vous pourriez, par exemple, demander quelles questions j'ai manquées et pourquoi. Il y aurait aussi une discussion informelle sur les raisons de votre élimination. La rétroaction se concentre sur vos performances et pas celles des autres. Alors, la rétroaction peut être donnée par courriel, en personne ou de façon virtuelle. Parlons maintenant des mesures d'adaptation. Alors, en tant que candidat, vous pouvez demander des mesures d'adaptation si vous avez une limitation fonctionnelle, temporaire ou permanente, qu'elle soit visible ou invisible, qui pourrait avoir un impact sur votre performance lors d'une évaluation, comme par exemple un examen ou une entrevue.
Alors, une mesure d'adaptation, ça modifie la manière dont l'évaluation est réalisée. Ça ne va pas changer la compétence qui est évaluée. Alors, le but, c'est vraiment d'éliminer les obstacles et permettre de démontrer pleinement vos capacités. L'information est traitée de façon confidentielle et vous avez le droit de demander des mesures d'adaptation à toute étape du processus. Alors, pour faire une demande d'adaptation, vous devez contacter l'organisme qui embauche. Alors, les coordonnées sont dans l'offre d'emploi, comme Lise vous a montré tantôt. Alors, vous pouvez faire la demande avec l'adresse courriel qui se trouve au bas. Souvent, il y a une personne aussi, il y a le nom d'une personne des ressources humaines. Alors, le type d'adaptation dépend vraiment de divers facteurs. Ça pourrait être l'environnement de travail, l'horaire, les tâches du poste, etc. Alors, il y a un plan d'intervention. Si vous avez un plan d'intervention pédagogique déjà, ça pourrait aider à définir les besoins. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter le rendement, qui pourraient justifier une demande des aménagements, et ça pourrait être comme par exemple un handicap visible ou invisible, ça pourrait être temporaire. Ça pourrait être aussi pour des raisons religieuses ou des besoins organisationnels comme la maladie ou des contraintes familiales. Alors, les candidats doivent fournir des informations sur les limitations fonctionnelles qui nécessitent des mesures d'adaptation. Il ne faut pas préciser la cause, mais expliquer en quoi les limitations sont liées à l'évaluation. On peut passer à la diapo 37. Alors, vous pouvez demander une mesure d'adaptation si vous pensez que vos limitations fonctionnelles liées à votre situation ne vous permettent pas de démontrer pleinement vos capacités. Bien que les mesures d'adaptation ne vont pas modifier les qualifications qui sont évaluées ni le niveau de compétence qui est requis, elles peuvent changer la manière dont la qualification sont évaluées ou les conditions de l'évaluation. Les mesures d'adaptation ne changent pas ce qui est évalué ni le niveau requis, mais elles peuvent changer la manière dont l'évaluation va être effectuée. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur votre performance pendant le processus de sélection. Alors, vous pourriez avoir des mesures pour les paramètres. Alors, le paramètre, c'est pour modifier l'évaluation, comme par exemple changer le lieu du test s'il n'est pas accessible en fauteuil roulant ou fournir une table et une chaise qui offrent un meilleur soutien physique ou pour modifier des conditions d'éclairage dans une salle d'évaluation. Il y a aussi le format de réponse. Alors, pour permettre aux personnes en situation de handicap de donner des réponses en utilisant leur mode de communication préféré. Par exemple, de demander aux répondants d'utiliser un magnétophone, un ordinateur, une machine à écrire en braille ou même son propre équipement adapté pour répondre aux questions. Il y aurait aussi le calendrier. Alors, une autre stratégie d'adaptation consiste à modifier le calendrier d'une évaluation, comme le temps, comme si on veut, par exemple, prolonger le temps pour terminer un test ou un entretien, ou prendre plus de pauses pendant une période d'évaluation plus longue. Ça pourrait aussi également inclure une planification d'une séance d'évaluation au moment d'une journée, dans la journée qui est plus appropriée pour quelqu'un. Il y aurait aussi également le format de la présentation. Alors, ça serait pour modifier le support pour présenter les instructions ou les questions à la personne. Alors, ça pourrait être, par exemple, un livret de test qui pourrait être produit en braille ou en gros caractères ou en format audio. Alors, un autre exemple serait de fournir les instructions par utilisation de la langue des signes ou par écrit. Alors, si vous pensez en avoir besoin, alors, de mesures d'adaptation pendant un processus, communiquez vos besoins à l'organisme qui embauche. Il y a généralement, encore une fois, la personne à contacter ou l'adresse courriel indiquée dans l'offre d'emploi. Alors, passons maintenant à notre dernière diapo de la présentation où je vais vous parler des bassins et des inventaires. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a une différence entre un processus de sélection, un bassin et un inventaire. Alors, on vous invite à consulter la page du gouvernement du Canada pour en savoir plus, mais en gros, si vous êtes dans un processus de sélection, quand vous avez postulé à un emploi et que vous êtes encore dans la phase d'évaluation, comme les questions de présélection, les entrevues et les tests, vous êtes dans le processus de sélection. À la fin de certains processus de sélection, il y a un bassin ou une liste de candidats qualifiés ou partiellement qualifiés qui est créée pour pouvoir pourvoir des postes similaires. Alors, vous pouvez consulter la section « Intention du poste » dans les annonces d'emploi AGC pour vérifier s'il y a un bassin qui va être créé. Ça veut dire que vous avez démontré pendant le processus de sélection que vous possédez les qualifications et les compétences essentielles qui sont définies dans l'énoncé critères de mérite. Vous pouvez être inscrit dans un bassin quand vous avez terminé toutes les étapes d'un processus de sélection, mais que vous n'êtes pas le candidat nommé ou sélectionné pour le poste.
Alors, vous êtes toutefois qualifié pour le groupe e-niveau et vous répondez aux qualifications de l'énoncé de critères de mérite. Alors, l'avantage d'être qualifié dans un bassin, c'est que vous allez désormais réseauter, vous allez pouvoir réseauter pour trouver un emploi. Le processus d'embauche est généralement plus rapide parce que vous avez déjà démontré que vous répondez aux qualifications essentielles qui sont décrites dans l'énoncé des critères de mérite. Et quand on parle d'inventaire, alors c'est généralement destiné à vous aider à trouver un emploi par réseautage de manière non annoncée, sans postuler un processus. Alors, en faisant partie d'un inventaire, vous êtes inscrit sur une liste qui vous qualifie, pas nécessairement, mais on vous recommande à consulter les ressources de développement de carrière du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pour en apprendre davantage. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Elisabeth pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, où trouver des occasions informelles? Enfin, ce que je conseillerais, c'est soyez proactif dans votre recherche d'emploi. Suivez Emploi GC sur les réseaux sociaux pour recevoir des alertes et des mises à jour et ne sous-estimez pas la valeur des réseaux informels, comme les groupes Facebook mentionnés ici. Gardez l'esprit ouvert. Parfois, les meilleures occasions viennent de sources auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, vous pouvez voir également sur la diapo, Instagram, anciennement X. Joignez-vous aussi à des groupes Facebook tels que le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, Emploi GC pour les étudiants et les nouveaux diplômés, groupe informel de rétention des employés autochtones du gouvernement canadien, mais aussi marché de carrière.